Et boy, les élus, ça doit écouter la science seulement quand ça fait leur affaire. On a vraiment besoin d'un scientifique en chef avec toute la désinformation qui circule. C'est bon que la science sorte des labos et des universités pour aller sur le terrain. Oui, mais le scientifique en chef du Québec, c'est-tu le chef des scientifiques? Au service des élus et défenseurs de la science, Rémi Quirion s'apprête à tirer sa révérence à titre de scientifique en chef du Québec, poste qu'il occupe depuis 2011. Figure majeure du rayonnement scientifique, il aura donc passé les 14 dernières années à mettre la science au centre des débats de société. Au cours de sa carrière, a-t-il réussi à faire en sorte que davantage de politiciens aient le réflexe de consulter la littérature scientifique avant de prendre leurs décisions? Au moment de sa domination, s'attendait-il à ce que la désinformation scientifique devienne aussi virale? Quelles sont les solutions qu'il privilégie pour lutter contre les attaques à la science et à la désinformation? On posera toutes ces questions et bien d'autres à Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Ici Ève Baudin. Vous avez compris qu'on a aujourd'hui un invité spécial à bien des égards, notamment parce que le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec qu'il dirige soutiennent le Détecteur de rumeurs de Science Presse depuis sa création en 2016 et donc le balado que vous écoutez. Évidemment, c'est pas lui qui signe mes chèques de paye, mais je voulais être transparente sur ce conflit d'intérêts. Donc voilà, c'est dit. Et je pense que vous serez d'accord sur le fait qu'on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion de l'inviter avant qu'il ne quitte son poste quelque part au printemps 2026, d'autant plus qu'il fait la tournée d'à peu près tous les balados, émissions de télé, journaux. Dans la dernière année, Rémi Quirion, là, vous avez été très populaire auprès des médias. Beaucoup. Oui, hein? Beaucoup d'entrevues. C'est bien. Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, nous, on est vraiment contents de vous recevoir au Détecteur de rumeurs. Et je vais commencer par un court portrait de vous. Oui. Alors, avant d'être nommé scientifique en chef, vous étiez chercheur en neurosciences. Quelle était votre spécialité? Vraiment neuropharmacologie associée aux maladies mentales et aux maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Oui. J'ai travaillé beaucoup aussi du côté dépression, douleurs chroniques. Fait qu'assez varié là, dans l'équipe, dans le laboratoire, au centre de recherche de l'hôpital Douglas, affilié à l'Université McGill. Oui, c'est ça, parce que vous êtes un chercheur prolifique. Vous avez plus de 700 publications scientifiques à votre actif et vos travaux ont été cités dans plus de 58 000 autres études. C'est assez impressionnant. Ou une dinguerie, comme a dit mon fils, qui étudie en neurosciences, d'ailleurs. C'est super, on fait des recrues, on en a besoin de plus. Exactement. Et donc, est-ce que vous avez dormi durant vos années comme chercheur? J'avais énormément de plaisir. Je disais toujours à mon équipe, aux étudiants, les postdocs, un peu partout à travers le monde, on travaille fort. Oui. Il faut aussi avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Oui. J'ai été très chanceux d'avoir des jeunes de partout qui étaient brillants, qui voulaient faire arriver les choses, qui étaient enthousiastes par rapport à leur domaine de recherche. Maintenant, certains sont restés au Québec, au Canada, d'autres sont un peu partout dans le monde, et c'est ce dont je suis encore le plus fier aujourd'hui, même avec tous les autres types de carrières que j'ai eues. Vraiment, ma famille scientifique, là, c'est ce dont je suis le plus fier. Puis on se voit très souvent, là, quand je vais au Japon, mes anciens étudiants japonais sont là-bas, on se voit au Mexique, un peu partout. Là, c'est assez impressionnant de voir comment ils m'ont suivi au cours des années. Oui, puis je trouve ça intéressant que vous souligniez ça parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un d'équipe et on connaît moins ce côté-là des scientifiques, du fait qu'ils travaillent énormément en équipe. Lorsqu'on pense au cerveau, c'est tellement complexe qu'il faut vraiment avoir des expertises, des gens qui ont différentes façons de penser, différents types d'expertise dans différentes disciplines, et on travaille en équipe. Et je pense que si on veut faire avancer, par exemple, des maladies mentales graves comme la schizophrénie, il faut vraiment avoir des équipes très, très, très multidisciplinaires. Et très tôt dans le processus, et on a essayé de faire ça davantage au cours des dernières années, impliquer les patients et leurs familles. Oui. Parce que très souvent, moi, comme formation en neuropharmacologie, médicaments associés au traitement de maladies du cerveau, très souvent, je disais, les patients, ils connaissent beaucoup plus ça que moi.
Ils Oui. prennent les médicaments. Faut les écouter. Ils ont les effets Ouais. primaires, les effets positifs, mais aussi les effets secondaires. Donc, très souvent, je discutais avec des patients à l'hôpital Douglas. J'avais beaucoup de plaisir à faire ça, en plus de mon équipe de recherche. Oui. Puis ensuite, vous avez été vice-doyen à la faculté de médecine de McGill, directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut Douglas et premier directeur scientifique de l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des Instituts de recherche en santé du Canada. Vous avez également reçu de nombreuses distinctions, dont Chevalier de l'Ordre national du Québec, Ordre du Canada, pour n'en nommer que 2. En bref, votre vie était consacrée à la recherche et à la science jusqu'au jour où Clément Gignac, alors ministre du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation sous le gouvernement Charest, vous a appelé pour vous proposer de devenir scientifique en chef du Québec. Est-ce que vous êtes dit, mais qu'est-ce que ça fait un scientifique en chef? Parce que ça n'existait pas nulle part. Ben, ça existait dans certains pays plus anglo-saxons, Oui, en Angleterre, en Israël. C'est pour ça que Clément avait rencontré le scientifique en chef d'Israël Oui. dans une réunion, un congrès quelconque. Et en revenant au Québec, il s'est dit, moi, j'en veux un. Oui. Pour quelle raison? Il n'est peut-être pas toujours précis. Oui. Et lorsque les gens m'ont contacté à ce sujet-là, j'ai dit non à plusieurs reprises. Là. Je disais non. Moi, ma carrière scientifique, ma recherche, tout va très bien. J'avais un bon financement, de différentes sources de financement un peu partout à travers le monde. Ouais. J'ai pas besoin nécessairement de ça. Et là, il me revenait, oui, bon, mais ton nom est ressorti encore. Est-ce que ça t'intéresse? Faut vraiment que tu y penses comme il faut. Et à un moment donné, Clément Gignac a dit, bah, moi, je vais aller te voir. Je vais aller te voir dans ton bureau. Fait que là, il est arrivé à l'Université McGill. Puis là, on a jasé un peu. La fois suivante, c'est un café à l'Île des Sœurs. Je ne me rappelle plus quel café. Là, on prend un café le samedi matin à l'Île des Sœurs. Ouais. Et là, il m'a dit, ça t'oblige à rien. OK. Viens nous voir. Viens nous rencontrer à Québec, rencontrer la petite équipe du cabinet qu'il avait à ce moment-là. Oui. C'est peut-être, je sais pas si c'est l'erreur que j'ai fait ou non, mais finalement, je suis allé. Oui. Et là, bon, on dit, peut-être ça pourrait être intéressant. Et là, on a rediscuté un peu plus. Puis, oui, j'avais été quand même très chanceux. Comme on disait, avec beaucoup de publications, plusieurs étudiants Oui. de très haut niveau, très grande qualité. Et là, je me suis dit, peut-être, j'ai publié plus de 700 papiers depuis quelques années. Je pourrais en publier peut-être 200 de plus. En bout de ligne, ça va peut-être donner des résultats très intéressants, mais peut-être que je peux faire autre chose aussi. Mais vraiment, ce qui a été le plus difficile, c'est lorsque finalement, là, le Conseil des ministres dit oui, Oui. on est prêt, ça serait toi, etc. Ouais. Mais une des conditions, étant donné que je dirige aussi les fonds de recherche, Oui. c'était d'arrêter mon laboratoire, de fermer le laboratoire. Et là, je me dis, c'est la seule chose que je sais faire. Là. Ce monde tombe d'un monde un peu plus politique que je connaissais. Je connaissais le ministère de la Santé, je connaissais les ministres de la Santé. On avait beaucoup d'interactions avec l'hôpital Douglas, mais pas vraiment le fonctionnement d'un gouvernement, la politique et tout ça. Donc, quand c'était OK, je ferme le laboratoire, je dis adieu à une carrière active en recherche. Et finalement, je me suis dit, bon, on va essayer autre chose. Peut-être que je peux contribuer différemment à la société, aux sociétés québécoises. Et finalement, je ne l'ai pas regretté. Et dans le fond, votre travail, est-ce qu'on pourrait dire que vous faites des recommandations aux élus? Dans le fond, vous ne décidez pas pour eux, là. Non, et ça, c'est très important et souvent un peu mal compris, à la fois par les chercheurs, par mes collègues professeurs. On pense, on fait une proposition, on dit sur la base de ces données-là, vous, monsieur ou madame ministre, vous devriez faire telle recommandation ou adopter telle loi. C'est pas ça du tout. Non? Moi, je conseille et je décide absolument rien. Oui. Donc, en général, au début, c'était peut-être un peu différent, mais après quelques années, lorsque les élus et aussi les hauts fonctionnaires de la fonction publique ont confiance en toi, ils te demandent pas d'écrire une thèse de doctorat. Là. Non, ils veulent un résumé. C'est très, très, très court. Quelques lignes. Lorsqu'on est avec un ministre, très souvent, c'est quelques lignes. Et c'est très souvent, sur la base de l'analyse qu'on a fait, je vous propose A, avantage, inconvénient. Je vous propose B, avantage, inconvénient. OK. Des fois, elles prennent A, des fois, elles prennent B. Très souvent, elles prennent C. Fait que c'est correct aussi, parce qu'ils ont à tenir compte d'autres conditions. Des fois, par exemple, l'impact sur l'emploi dans un village, dans une région du Québec. Donc, oui, la science dit telle chose, mais en même temps, il y a tout ce qui est en l'équilibre entre ça et la société, le milieu de vie, les emplois et tout ça. Donc, c'est pas toujours nécessairement facile. Et un des anciens ministres, je me rappelle, à un moment donné, j'étais plus ou moins d'accord avec sa décision. Là, il m'avait dit, Rémi, c'est simple. Si tu veux décider, lance-toi en politique, fais-toi élire, deviens ministre, et là, tu décideras. Tu as compris?
Donc, un rôle de conseiller, vous faites des résumés, mais ça veut dire que vous avez toute une équipe aussi qui vous aide à analyser. Dans le fond, avant d'arriver à votre proposition, vous devez faire une analyse, là. Et ça, c'est assez... avec les collègues à travers le monde, Oui, le Québec est quand même une petite société. oui, c'est vrai. Donc, on connaît beaucoup de personnes dans le milieu académique. Bien sûr, il y a les fonds de recherche du Québec avec les 3 grands secteurs. Donc, c'est relativement facile lorsqu'on a une question, par exemple, qui vient d'un cabinet, qui vient d'un ministre, de dire, moi, je le sais pas. Bien sûr, quand c'est des neurosciences, c'est un peu plus facile. Ça va mieux. Et quand ça arrive, j'en ai eu une, par exemple, il y a quelques années, sur les chiens dangereux. Je me rappelle, le ministre me demande, qu'est-ce que tu penses des chiens dangereux? Je pense à rien. Là. Il faut que tu le trouves. Demain matin, il faut que je prenne une décision. Mais on peut avoir accès rapidement à des experts partout dans le réseau québécois, que ce soit du côté de la religion, que ce soit en aluminium vert, en intelligence artificielle. C'est que ça, on est chanceux. Et les gens sont assez ouverts, en général. Et ils vont nous répondre rapidement. Puis on leur dit... j'ai 4 heures, j'ai 5 heures, j'ai pas 3 semaines. Dans la majorité des dossiers, c'est très rapide. C'est souvent sur la base d'un nouveau projet de loi qui veulent améliorer, où il y a eu des questions de l'opposition, ou c'est vraiment là les questions qui arrivent de l'opposition sur divers sujets. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre, où aller, quel genre de décision ils devraient prendre. Et là, on reçoit l'appel et c'est souvent une question d'une journée, 2 jours. On est chanceux quand c'est 2 jours. Là. Oui, on se demandait s'il y avait un numéro 1-800 Rémi Quirion. Là. Pas nécessairement, mais en arrière, quand on repense à tout ça, et une des raisons pourquoi Clément Gignac aussi trouvait ça intéressant comme d'avoir un poste de scientifique en chef, c'est que finalement, il y a une personne qui n'a pas la science infuse, mais une personne qui est responsable de trouver des informations. Je comprends. Donc, tous les ministres, les 20, 25, 30 ministres et leur cabinet ou les hauts fonctionnaires peuvent dire, OK, moi, j'ai une question sur un aspect de l'intelligence artificielle. Quirion va trouver des solutions ou il va nous amener des recommandations. Plutôt que de faire un peu de magasinage d'une université à l'autre, puis là, il dit, là, j'ai essayé telle personne, elle n'est pas disponible maintenant, il faut que je n'essaye un autre. Là, il y a une personne qui est chargée de trouver des réponses aux questions. Fait que ça aide beaucoup la fonction publique là, et les ministres. Ben oui, puis je trouve que finalement, votre titre, il définit très bien votre rôle. Le scientifique en chef, c'est ça qu'il fait. C'est parfait. Est-ce que les élus ont tendance à privilégier les faits qui font leur affaire ou à les ignorer en fonction de leurs croyances? Un peu comme tout le monde, je dirais. Là. Oui, il y a certainement ça aussi, mais je pense qu'au Québec, depuis bien avant moi, depuis les années 60, avec la création, pour un départ du Fonds de recherche secteur santé par le docteur Jacques Genet, qui a par la suite créé l'Institut de recherche clinique à Montréal, c'est que finalement, indépendamment de la couleur du gouvernement du jour, il y a toujours eu quand même un financement, on voudrait toujours en avoir plus, mais un financement de base de la recherche au Québec. C'est assez unique. Les autres provinces n'ont pas ça. Ah bon, OK. Fait qu'il y a une certaine, je dirais, confiance en la science. Ils ne savent pas toujours comment analyser tout ça, mais il y a une bonne ouverture. Mais il faut arriver avec des données probantes. Et je dois dire que la pandémie, jusqu'à un certain point, nous a quand même aidés de ce côté-là. Parce que on a mis la science sur la place publique. Oui, il y a eu de la désinformation. Pas nécessairement par les gouvernements, mais il y a eu de la désinformation par certains groupes qui étaient très présents. Mais au niveau de la science, là, les ministres, les premiers ministres étaient très dépendants des scientifiques. On était, tout le monde en parle. On était des émissions de très, très grande audience. Dans le cas d'Horacio Arruda, en santé publique, lui était là avec le premier ministre presque à tous les jours. Sur le grill. Et les questions de science, c'était... je me rappelle, au tout début, quand on avait la question, c'est quoi ce virus-là? Puis la réponse était, on connaît rien. Puis les élus disaient, moi, je peux pas dire ça. La population, qu'on connaît rien, mais c'était la réalité. Effectivement. Donc, ça a quand même ouvert. Et à ce moment-là, je dois dire que même si ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en poste, certains ministres et ministères ont dit, on a un scientifique en chef, nous, on ne savait pas. Parce qu'on interagissait beaucoup avec santé, avec enseignement supérieur, avec économie, innovation, mais d'autres ministères, beaucoup moins. Donc là, ça nous a quand même élargi encore notre champ d'activité au gouvernement du Québec. OK, à partir de la pandémie, donc. Et si je vous demandais si le gouvernement a suivi vos recommandations dans le dossier des caribous forestiers, par exemple, ou bien Nordvolt, est-ce que vous auriez le droit de me répondre? Du côté de Nordvolt, j'ai pas vraiment été consulté. Ah bon, OK. Non, puis c'est sûr, il y a des dossiers aussi à... Alors, je suis pas consulté sur tout. Certains dossiers nous consultent plus, certains ministères plus, d'autres un peu moins. Mais ce dossier-là, j'ai pas été
été consulté. D'accord. J'ai été consulté en lien avec la création de la zone d'innovation Oui. dans la région de Trois-Rivières, Shawinigan, Bécancour, où il y a beaucoup de construction, là, Oui. d'industrie qui va développer des batteries et tout ça, mais dans le cas de Nordvolt, non. Dans le cas des Caribous, indépendamment de la couleur du gouvernement, depuis que je suis en poste, là, c'était libéraux, péquistes, caquistes. Les recommandations du côté science ont toujours été la même chose. Mais ça n'a jamais passé. Parce que là, c'est-à-dire où les chercheurs disaient, oui, on le sait, il faut faire ça pour les hordes qui sont en danger de disparaître et tout ça. Et Protéger les territoires, des choses comme ça. Le ministre disait, oui, mais là, ces villages-là vivent beaucoup de l'exploration forestière. Est-ce qu'on arrête l'exploration forestière pour protéger le caribou? Fait que c'est toujours un peu, là, si on veut dire, un peu de yin-yang, si on veut. Fait que les données scientifiques étaient là. Mais là, c'était une décision, je dirais, du ministre ou de ce gouvernement-là pour dire, on comprend, mais on n'ira pas là. Je comprends. Donc, on comprend, je pense, très, très bien votre rôle maintenant, puis surtout votre travail auprès des élus. Puis, on va revenir à la pandémie. Vous y avez fait allusion, là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est le virus, donc tout l'aspect sanitaire ou la désinformation qui a été votre plus grand défi? La désinformation existe depuis longtemps. Bien sûr, vous le savez mieux que moi, là. Mais ça a énormément de grande ampleur lors de la pandémie. Et là, les groupes qui étaient anti-vaccins, par exemple, ou qui pensaient que c'était vraiment Bill Gates qui voulait contrôler le monde en développant des virus, en injectant des choses dans notre cerveau. Des micropuces. Et eux étaient très présents. Okay. C'est un des défis qu'on a, c'est pas le seul certainement, mais un des défis qu'on a, que ceux qui sont actifs dans la désinformation, ils sont très, très, très actifs. Oui. Et là, on essaie, nous, mais on n'a pas trouvé la solution encore, là, mais on essaie de dire, la majorité silencieuse qui croit à la science, elle est silencieuse. Un peu comme dans plein d'autres domaines. Est-ce qu'on pourrait trouver une façon, à tout le moins, d'en intéresser une partie? Parce qu'au Québec et au Canada, on est assez chanceux. Globalement, la population, en général, est très intéressée par la science, veut en savoir plus, sont curieux et tout ça. Mais en général, ils sont pas là pour être sur les premières pages, être sur les réseaux sociaux à tous les 5 minutes. Fait que ça, on entend parler de ceux qui font pas confiance en scientifiques. Qui sont négatifs. Oui. Et ça a pris de l'ampleur pendant la pandémie. Bien sûr. Et on pensait qu'on avait réussi un peu, une fois qu'on est sorti un peu de tout ça, à revenir, entre guillemets, dans un monde meilleur, qui était plus équilibré sur la base de données probantes. Et là, il est arrivé, puis c'est pas exclusivement aux États-Unis, mais en particulier aux États-Unis, avec l'élection de Trump, la réélection de Trump, maintenant le ministre de la Santé là-bas, Robert Kennedy Jr., c'est le bordel. Là. Fait que finalement... Oui, toi, tu es un chercheur. Oui, toi, tu as fait une analyse, tu as des données probantes. Moi, j'ai aussi mes données, puis ils sont aussi bonnes que les tiennes. Fait que là, c'est rendu un défi. Moi, je dis souvent même, après plusieurs années dans le poste que j'occupe, au mois de janvier de cette année, on est revenu au point zéro. On a tout à réapprendre. Parce que là, l'argumentaire est pas suffisant. Alors, on peut pas... j'y crois pas, puis ça finit là. Ouais. Et il y a beaucoup de chambres d'écho. Les gens entre eux qui croient pas à telle chose, ils s'encouragent entre eux si on veut. Quand ça restait des petits groupes, c'était plus ou moins... c'est toujours un peu... Mais quand c'est rendu au niveau politique... Mais là, quand c'est politique, dans le pays, un des pays les plus puissants, sinon le plus puissant au monde. C'est ça, exact. Puis là, que le président dit quelque chose, puis que le ministre de la Santé dit à partir de maintenant, les vaccins, nous, on n'en veut plus. Puis c'est tel produit dans un vaccin qui cause tel... Oui, des recommandations aussi de traitements qui sont pas démontrés efficaces, comme la vitamine A pour la rougeole. J'aurais jamais pensé, je veux dire, il y a une escalade. Vivre ce genre de situation-là, en particulier en provenance du premier pays au monde en termes de recherche et de science. Exact. De se questionner. Et ça, ce qui arrive présentement, ça va affecter la science, la recherche, bien sûr aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde pour plusieurs années. Mais même quand Trump ne sera plus là, de rebâtir un écosystème de recherche aussi dynamique que ce qu'il y avait aux États-Unis. Ça existe encore dans certains domaines, mais dans d'autres, par exemple, les vaccins à l'ARN, ils n'ont plus le droit de travailler là-dessus. Les gens, le privé et le public ne peuvent plus faire ça. Tout ce qui est un peu vert, tout ce qui est environnement, changement climatique, on ne touche plus à ça non plus. Donc, et si c'était... parce que ce n'est pas un petit pays ou moins
c'est plus ou moins... l'impact est minime. Mais là, l'impact est énorme. Parce que le retrait de financement aux États-Unis, le retrait de financement à l'international, ça fait mal un peu à tout le monde. Ben oui, c'est ça exactement. Puis aussi, il y a des répercussions là, qu'on peut observer chez les gens. Il y a le retour de la rougeole. Vous avez parlé des coupes dans l'aide humanitaire, évidemment. Mais moi, je pense aussi aux femmes, par exemple, qui meurent parce qu'elles ont le malheur de faire une fausse couche, des choses comme ça. Donc, est-ce que vous avez peur de cette espèce de recul? On a l'impression qu'on fait vraiment littéralement un bond en arrière. Dans un recul dans plusieurs aspects de notre société, là, pas seulement dans la science et la recherche scientifique, mais oui, par exemple, les femmes. La reconnaissance, égalité homme-femme, tout ça, finalement, certains groupes commencent à dire non, c'est pas la réalité, faites des enfants, c'est ça votre but dans la vie. Là. Le reste, on s'en fout un peu. Du côté scientifique, bien sûr. Et on le voyait un petit peu aussi, parce que c'est sûr que, comme scientifique, plusieurs vaccins sont excessivement efficaces. Les vaccins ARN encore plus dans certains domaines, mais d'autres vaccins, rougeole, par exemple, très, très efficaces. Et là, il y avait des parents qui disaient « Non, je ne veux pas faire vacciner mes enfants pour telle raison. J'ai lu quelque part là, que ça pouvait causer telle maladie. » Très, très rare. Mais ces maladies-là avaient presque disparu. Fait qu'on les voyait plus. Exact. La tuberculose, etc. Là, ça revient. Donc, c'est un peu stupide de dire ça. Là, mais est-ce que si les taux de mortalité augmentent beaucoup, peut-être ça va faire réfléchir les gens, dire « Ah, finalement, là, on a besoin de ce genre d'outils-là, on a besoin de ce genre de vaccin-là. » Là. Vous avez dit tout à l'heure que finalement, la COVID, il y a eu les deux côtés de la médaille. Il y a eu des gens qui sont tombés dans la désinformation, puis il y a d'autres gens qui ont fait « Oh, OK, on a besoin des scientifiques, des savoirs scientifiques aussi. » Il y a eu les deux. Il y a eu les deux, et nous, puis ça, c'est une anecdote un peu, mais on a eu un petit programme qu'on avait démarré, là, COVID Jeune, parce qu'on s'était rendu compte, puis Horacio Arruda avait ça aussi, ministre de la Santé, on rejoignait pas les jeunes. Oui. Mais c'est sûr qu'ils souffraient moins de la maladie aussi, ils étaient moins sensibles au virus, mais on le rejoignait pas, mais c'est certain, on utilisait la télévision, la radio, les journaux. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Fait que là, finalement, ce qu'on a fait, à un moment donné, on a pris la décision, OK, on va financer les jeunes qui veulent faire des balados, parler dans le langage des jeunes de 16-17 ans qui n'avaient pas de formation scientifique, et c'était fabuleux. Puis, alors maintenant, on essaie de faire un peu la même chose du côté du climat aussi, là, pour rendre ça plus concret. Parce que souvent, on se dit, le climat, c'est tellement énorme. Moi, personnellement, je peux rien faire. Fait qu'on essaie de l'amener, OK, ça veut dire quoi? Pour moi, les changements climatiques dans ma ruelle à Montréal, pour moi et pour ma famille. Rendre ça un peu plus concret, parce que sinon, c'est tellement énorme que, bon, la terre brûle, je vais continuer avec mon SUV, ça va être correct. Oui. Mais vous parlez du climat, puis est-ce que ça vous fait peur des décisions comme, par exemple, de l'administration Trump qui a annulé les politiques là, de tout ce qui est intégrité scientifique qui avait été instauré sous Biden là, pour protéger les chercheurs de l'ingérence politique? Ça fait peur. Puis est-ce que ça pourrait arriver ici? Ça peut arriver n'importe où. Oui, c'est là-bas, on se sent des fois un peu immunisé, mais on ne l'est pas du tout. Non, et ça peut faire tache d'huile aussi. Moi, ce qui me surprend encore, c'est que les collègues américains, puis je peux comprendre qu'à un certain point, n'ont pas beaucoup réagi, parce qu'ils faisaient peut-être taper sur la tête beaucoup. Les grandes académies, l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, n'ont pas réagi. Je donnais une conférence en février dernier à Washington, à l'Académie. Et là, ils disaient rien. À peu près juste moi qui ai parlé un peu contre le gouvernement Trump. Et eux reçoivent 40 % de leur budget, ou 45 % de Trump, de l'administration centrale. Ils n'osaient pas trop. Et en disant, si je suis un peu gentil, on se dit pas, ils vont être corrects, ils me feront pas. Mais c'est pas ça, c'est pire. Ils continuent, ils disent rien, on en rajoute une couche. Fait que cette liberté académique-là, faut jamais le prendre pour acquis. Ici, au Québec, depuis maintenant 2 ou 3 ans, on a une loi sur la liberté académique. C'est une des premières dans le monde. Là. Ça fait partie, c'est suite à un rapport. Là, celui-là, il avait été long. Là. Il avait été demandé par le ministre du jour, le ministre du temps en enseignement supérieur, de faire un rapport sur l'Université du futur. Une des premières recommandations avait été ça, garantir la liberté académique. Ça ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi, là. Mais au moins, tu peux travailler sur tous les sujets. Les résultats sont là. Des fois, ils ne plaisent pas à monsieur ou madame tout le monde, mais c'est la réalité. C'est des bons résultats scientifiques. Donc ça, c'est très important. Et on voit que c'est mis à mal aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays à travers le monde. Ils ne sont pas les seuls. On pourrait passer maintenant en mode solution. Quel serait, selon vous, le meilleur antidote à la désinformation scientifique?
on fait certains pas dans ce sens-là, mais on doit en faire beaucoup plus. Pour moi, c'est l'éducation. C'est Ou à l'école, auprès du grand public, partout. C'est la littératie scientifique. Oui. Maintenant, avec les technologies plus récentes, la littératie numérique. Oui. Donc, ces deux-là ensemble Ouais. qui peuvent être très utiles. Et je disais à des collègues, là, littératie scientifique presque déjà à la maternelle. Oui. C'est un peu exagéré de dire ça, mais et tout au long de la vie, là, c'est vraiment Ben, c'est ça. de parler de science de façon simple, d'améliorer la littératie, aider les enseignants, les professeurs. Parce que des fois, leur formation est un peu limite. Là. Ils ont eu quelques heures pendant Mais ça leur fait peur, formation. la science. On se dit, moi, j'ai pas on étudié dit, là-dedans. mathématiques ou Oui, c'est quoi, c'est ça. c'est très compliqué. Oui. Mais lorsqu'on est surtout à l'école primaire, les jeunes, en général, sont fascinés par la science. Hein, ça peut être un ver de terre, ça peut être une étoile, ça peut être... Ça bouge. Et là, ça devient un peu plus compliqué lorsqu'ils deviennent ados. Oui. Hein, ils sont un peu nerds. Fait que tu as un groupe là, qui fait les expo-sciences qui sont allumés comme tout. Ben oui. Et eux, ils sont gagnés. Fait que c'est parfait. Il faut travailler avec eux aussi. Là. Ouais. Mais maintenant, c'est de trouver d'autres façons d'aller chercher les jeunes qui peut-être croient un petit peu moins à ça. Là. Puis vous êtes un bon exemple de scientifique qui a pris parole dans l'espace public. Il y en a quand même de plus en plus qui le font. Là. J'avais noté quelques exemples. Là. Olivier Bernard, le pharmacien, on le connaît bien. Chloé Savard aussi, Tardibad, qui est microbiologiste de profession. Denis Fortier, qui est physiothérapeute, qui s'exprime beaucoup sur YouTube. Viviane Lalande, Syllabus, là, qui est diplômée en génie mécanique. Bref, il y a pas mal maintenant de scientifiques là, qui font des contenus dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'on doit continuer à encourager les scientifiques justement à faire de la vulgarisation de ce type-là? Oui, c'est peut-être pas pour tout le monde. Puis c'est correct aussi. On ne veut pas forcer les gens s'ils n'aiment pas ça, puis ils vont le faire mal. Ça va être plus négatif que positif. Mais pour ceux et celles qui veulent le faire, on essaie de développer aussi de nouvelles façons. De dire l'excellence en recherche, une carrière universitaire, c'est pas nécessairement tout simplement d'avoir une série de papiers dans des journaux réputés mondialement. L'aspect d'être connecté à ta société, que nous, dans notre jargon, on appelle le volet sciences et société, ben, que ça soit considéré, ce soit évalué, ce soit valorisé dans une carrière académique aussi. Là. Ouais. Pas seulement les publications scientifiques. Très important, les publications scientifiques. Mais là, on était prêt, c'est pas simple, mais on était prêt à redéfinir un peu l'excellence. Et ça veut dire quoi vraiment l'excellence aujourd'hui? Et quelqu'un qui participe, qui fait des balados, par exemple, quelqu'un qui participe, va donner des conférences publiques dans son quartier, dans une ville, ça peut être très, très valorisant et avoir des impacts énormes. Donc, on essaie de trouver des façons changer un peu les processus d'évaluation pour les promotions dans les universités, dans les collèges, etc. Ça prend un certain temps parce qu'on change les façons de faire, mais je pense que c'est très important. Et très souvent, je dis aussi, ben moi, mon salaire est payé par les payeurs de taxes, payé par vous. Là. C'est vrai. Fait que de redonner à la société, en expliquant un peu notre science, en valorisant ces activités de conseil scientifique ou d'activités scientifiques, de faire aussi de plus en plus ce qu'on appelle de la science citoyenne, de la science participative, d'amener un peu monsieur, madame, tout le monde à dire, ben moi, la couleur dans mon lac, ça a changé, il y a quelque chose là. Fait que d'amener à faire des liens avec les scientifiques. Et ils sont curieux, on est chanceux de ce côté-là, ils sont très curieux, là, les Québécois. Puis je pense aussi, c'est ça, faire sortir la science du laboratoire, c'est important. Et aussi la transparence. Je pense que la confiance souvent repose sur le fait qu'on explique ce qu'on fait, comment on le fait. Donc, sinon, ça reste quelque chose d'un peu mystérieux, la science. Puis on pense que c'est pas pour nous, alors que c'est vraiment dans toutes les sphères de notre vie. Partout. Ouais. Et aussi, et c'est peut-être quelque chose qu'on a vu beaucoup lors de la pandémie COVID. C'est sûr que ça a amené certaines personnes à dire « j'y crois pas ». Mais d'autres ont vu aussi la réalité de la science. Tu avances et tu recules. C'est rare que c'est linéaire. Là, je disais souvent, quand moi j'avais mes équipes de recherche, on fait une demande de subvention au Québec ou au Canada ou ailleurs. Et là, ils te demandent de planifier sur 5 ans. Tu fais ta demande pour 5 ans. Et je disais souvent, si je suis capable de prédire maintenant ce que je vais faire dans 5 ans, c'est pas un bon projet de recherche. Il faut être vraiment ouvert à ce qui est imprévu. Sinon, si c'est très linéaire comme ça, c'est un peu ronronnant. Là. Fait que c'est facile. Pas nécessairement facile, mais c'est confortable, mais on doit aller beaucoup plus loin de ça, être plus audacieux, et là, dire « Ah, ben ça, j'avais pas prévu ça, ça veut dire quoi? »
Avoir cette curiosité-là. Là. Et ça, je pense que la pandémie COVID a aussi l'a montré beaucoup. Oui. On n'avait pas beaucoup d'évidence. C'est 1 mètre, c'est 2 mètres, c'est un masque, c'est pas de masque. Bien, effectivement, ça a permis de montrer comment se construisait la science. En même temps, parallèlement, il y a des sondages qui ont démontré qu'il y avait eu une petite perte de confiance envers les scientifiques durant cette période-là. Donc, est-ce que ça a été une occasion manquée, selon vous? Non, je pense que, et ça aussi, peut-être c'est à nous, scientifiques, et journalistes scientifiques aussi, là. Oui, on a une petite baisse. Mais on est très haut. Oui, c'est vrai. Par rapport à, tu mets un politicien, tu mets à nous, il y a les policiers, les pompiers, médecins qui sont dans le haut. Oui. Les autres sont beaucoup plus bas. Fait qu'on a perdu un peu, mais on a fait beaucoup de premières pages. Ça reste dans les métiers. Mais ça reste dans les plus valorisés, les gens ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'on fait. Oui. Mais en même temps, ils disent, oui, c'est important. Il y a une confiance de généraliser quand même assez élevée. Oui. Non, surtout au Canada, moins aux États-Unis quand même. Aux États-Unis, c'est intéressant aussi, parce que nous, on fait des sondages assez souvent au Québec, puis ça en fait au Canada. Puis aux États-Unis, il y a quelques grandes firmes qui en font et ça n'a pas bougé beaucoup. Là. OK. Mais encore là, c'est ce qu'on voit, c'est ceux qui parlent beaucoup. C'est vrai. Qui sont partout, qui sont toujours en première page, puis qui disent, moi, j'y crois pas. Fait que ça amène temps, ça amène d'autres à dire, s'ils y croient pas. Et il y a un problème qu'on a eu, c'est lorsqu'aussi certains chercheurs, professeurs d'université, finalement, sont sortis de leur zone de confort, si on veut, ou de leur zone d'expertise, je devrais plutôt dire. Ah oui, ça, il y en a eu beaucoup. Oui, moi, je parle de ci, je connais ça, mais là, tu trouves ça le fun d'être en première page, puis là, le journaliste te rappelle, puis sur un autre sujet, puis là, tu donnes tes opinions, mais tu connais pas, là. Fait que ça aussi, des fois, je disais aux collègues, super, merci de faire ça, mais reste dans ta discipline un peu plus. Là, mais ça fait partie justement de la littératie scientifique, d'expliquer aux gens que quelqu'un est expert dans un domaine précis, pas dans tous les domaines scientifiques parce qu'il est scientifique. Ouais, c'est très pointu. Exactement. La place des journalistes, qu'en pensez-vous? Bon, là, je suis curieuse de vous entendre là-dessus parce que je suis moi-même journaliste. On a des journalistes spécialisés, on a des journalistes qui ne le sont pas. Comment avez-vous trouvé la couverture, par exemple, de la pandémie? On était globalement, et encore là, peut-être qu'on flatte la bédaine un petit peu, là, mais au Québec, quand même, on est quand même assez chanceux. Peut-être la langue, des fois, ça cause problème, mais la langue nous a peut-être protégés aussi. Vous voulez dire de la désinformation en anglais? Oui, c'est ça, beaucoup en anglais, beaucoup plus, et c'est beaucoup plus large en termes de population. Au Québec, avec la langue, le français, tout ça, jusqu'à un certain point, un peu plus protégé. Oui. Et on a quand même de bons journalistes scientifiques dans plusieurs médias. Je vous plains quand même un peu, je dois dire, parce que pour les journalistes, la nouvelle génération de journalistes, il y a tellement de pression de sortir le papier. Il y a moins de moyens. Les gens n'ont pas le temps de vraiment consulter plein de sources. Ça va très, très vite. Maintenant, avec les outils d'intelligence artificielle. Donc, il faut s'assurer d'avoir une formation de base solide pour les journalistes et aussi, bien sûr, pour le journaliste scientifique. On est encore privilégié ici, mais il ne faut pas prendre ça pour acquis encore une fois non plus parce qu'on en perd un peu à chaque année, peut-être. Mais moi, en tout cas, ce que je comprends, c'est que la lutte à la désinformation, en tout cas, c'est l'affaire de tous, là, des scientifiques, des professeurs, des journalistes. Oui, tout le monde. Et on doit travailler en équipe. Et il n'y a pas de solution magique. Non. Et on va être obligé d'être là à long terme. Parce que lorsqu'on va réussir peut-être à convaincre un certain groupe, un autre va sortir sur un autre sujet. Fait que c'est la réalité d'aujourd'hui. Et aussi avec les réseaux sociaux. Mais je pense que si on peut améliorer un peu la littératie numérique aussi, pour un peu tout le monde, là, très, très jeune, jusqu'à plus âgé, comment c'est que ça se construit des algorithmes? Pourquoi quand toi, tu fais une recherche, tu dis, là, j'aimerais peut-être aller dans les Antilles à l'hiver prochain, le lendemain matin, quand on a 3-4, toi qui vraiment qui te rend contact, là, on a entendu dire comme vous allez là. Ça vient d'où, ça? Et du côté science, et du côté santé aussi un peu la même chose, c'est pas parce que c'est le premier ou le deuxième. Sur un site, que c'est la vérité. Là. Vraiment, ça aller vers peut-être un peu plus bas, le 4-5e, je sais pas pourquoi, avoir des sites vraiment validés. Comme on avait, bien sûr, le NIH aux États-Unis en santé, très fort. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses qui n'ont pas le droit de parler des vaccins, par exemple. Vaccins ARN, ils n'ont pas le... Fait que ça aussi, c'est dangereux parce que c'est une source très fiable d'informations scientifiques. Oui, c'est une question qu'on va se poser. Puis aussi, peut-être parler rapidement de l'IA, que finalement va faire des résumés parfois ou même inventer des études scientifiques. Alors, vraiment, il faut être critique des outils qu'on utilise, comme vous dites. De plus en plus. Et on va être obligé d'avoir des formations continues parce que ça évolue tellement vite. Absolument. Dans ce secteur-là, ça change à chaque année, même pas des années. Là. Et par contre, une certaine confiance, même si présentement, ils sont peut-être pas toujours là,
dans notre jeune génération, je dis souvent, ils ont des neurones numériques que moi, j'ai pas. Là. Il y a 2-3 ans, ils sont capables de jouer sur une tablette. Les enfants, c'est assez incroyable. C'est là. vrai. Il n'y a pas de réticence, mais il faut leur dire comment ça fonctionne. Oui, À expliquer haut niveau. quels sont les écueils, en fait. Les problèmes, puis les difficultés. Absolument. Rémi, dans les derniers mois, vous avez fait des petits, je dirais, notamment au niveau municipal. Je pense à François Proulx, qui est devenu récemment conseiller scientifique à la communauté métropolitaine de Québec. Puis vous êtes même en discussion, semble-t-il, avec le maire de Victoriaville pour proposer la création de conseils scientifiques municipaux afin d'outiller les élus dans la prise de décision complexe. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'on est parti d'un seul scientifique en chef au Québec à en avoir plein de postes comme ça qui se créent, là? Ça, c'est fabuleux. Ouais. Il y a quelques années, maintenant, je pense peut-être ça fait 3 ans, j'avais eu un texte d'opinion dans Le Devoir. Là, je disais, il faudrait peut-être penser à du conseil scientifique au niveau de municipalité. Oui, accessible, facilement. Parce que hier, je parlais avec des collègues à New York, aux Nations Unies, là, conseil au secrétaire général. C'est beau, c'est sexy jusqu'à un certain point. Wow, quelqu'un qui dirige cette organisation-là. Mais souvent, c'est un peu abstrait. Les recommandations, c'est pas facile de les mettre en pratique. T'arrives à un pays, c'est pas simple non plus. Non. Une province, une région comme le Québec, peut-être un peu plus facile, mais c'est souvent le maire ou la mairesse. Hein. Il y a une inondation, c'est eux qui ont un pied dans l'eau. Oui. Et là, c'est pas le temps de donner du conseil scientifique qui va être que tu peux mettre en place dans 2 semaines. Là. Faut que ça, Maintenant. les feux de forêt, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ça brûle. Ouais. Fait que ça, on s'est dit, il faut maintenant développer du conseil scientifique qui est vraiment orienté dans l'action, qui est capable agile. de donner très, très rapidement. Et ça fait tache d'huile. Et là, finalement, maintenant, on en a 12 ou 13 au Québec. Municipalité comme la région de Québec. Mais la plus petite municipalité, il y a maintenant peut-être 1 mois ou 2, là, Sainte-Marthe, même pas Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là, Sainte-Marthe, 1800 habitants. Ah, wow. Et la maire et les collègues, les échevins, ont dit, nous, on aurait besoin de ça, en particulier relié aux inondations. C'est beaucoup les changements climatiques qui ont amené, OK, on va en avoir des inondations, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va avoir des feux de forêt, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que là, ça fait tache d'huile. Et de plus en plus, les collègues dans des organisations de municipalités comme l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, disent, nous, on aurait besoin de faire ça. Donc là, on espère fédérer. C'est sûr qu'on ne peut pas penser que chaque ville, chaque village va avoir un conseiller scientifique, mais avoir accès à l'expertise, avoir accès à l'expertise rapidement. Parce que souvent, quand tu es à Montréal, peut-être tu le ressens un peu moins, mais peut-être dans certaines régions, le lien, tu dis, je connais pas les gens qui sont à l'université, moi j'ai un peu peur de les appeler, peut-être qu'ils vont me répondre. Qui appeler aussi? Oui, c'est ça qui j'appelle. Et là, vraiment, ça devient très bien. On est prêt à développer maintenant, avec le réseau international en conseil scientifique, là, un chapitre en Amérique du Nord sur le conseil scientifique aux villes, là, le Canada, les États-Unis et le Mexique, pour vraiment faire ça, là, rendre ça un peu plus global, si on veut. C'est fantastique de penser que les municipalités auraient accès à quelqu'un comme ça. Puis peut-être qu'on peut les former, même les élus des municipalités aussi, à mieux comprendre la science, à avoir une meilleure littératie scientifique eux aussi. Et d'en avoir, et là, maintenant qu'on en a une 12aine, et la mairesse de Longueuil, par exemple, lorsqu'elle était au gouvernement du Québec, était députée, elle m'avait dit, lorsqu'elle décide de se présenter comme mairesse, si je suis élue, moi, je vais avoir quelqu'un dans mon bureau qui va avoir ce rôle-là, une scientifique en chef là, dans son bureau. Elle l'a fait tout de suite quand elle est élue, elle a nommé quelqu'un. Fait que là, il y en a de plus en plus. Victoriaville en a, plein d'autres. Fait que finalement, ils se rendent compte que ça peut être utile, mais encore là, c'est une question d'agilité aussi. Il ne faut pas que la personne dise aujourd'hui, j'ai pas vraiment le temps, là, on regardera ça demain. Exact. Et là, on essaie aussi de bâtir un peu les façons de faire dans ce secteur-là, parce que c'est différent un peu de ce que je peux faire au Québec, par exemple. Parce qu'encore une fois, c'est très, très, très concret, c'est dans l'immédiat, il faut y aller rapidement. Mais il y a beaucoup de réceptivité au Québec, si ça a été... C'est intéressant. Puis avec... là, c'est sûr, on va avoir d'autres élections à la mairie à l'automne, mais... Lorsque la dernière fois, il y avait plusieurs jeunes maires qui avaient été élus à Québec, à Laval, à Longueuil, et à la Sherbrooke, ça a changé la donne. Là, vraiment, dire, oui, nous, on aimerait, même si on ne connaît pas trop la science, on pense que c'est important. Puis pour nous, pour être capable de nous aider dans notre prise de décision, on devrait avoir accès à plus de données scientifiques, puis on verra. Des fois, ils choisissent, l'information scientifique, d'autres fois, non. Mais c'est très intéressant de comprendre et de constater surtout que dans un monde aussi complexe que le nôtre, le réflexe de penser que la science peut vraiment nous aider dans notre prise de décision est en train de se développer.
c'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve, Ce pour les côté-là, fait qu'on- citoyens. on a des défis dans plein de secteurs, mais quand même, ça s'est élargi, ça, au cours des années. Là. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre? Pas nécessairement. C'est juste Non. peut-être pour la personne qui va prendre la suite, y aller. Y aller. Pas avoir peur. On connaît pas que la politique, c'est vrai, ça un fait peu peur. différent, mais faut plonger. Comme je disais un peu quand j'avais mon laboratoire, Ouais. des jeunes qui pensent aller en sciences, en recherche, allez-y, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a beaucoup De d'anxiété. faire le pont. Il y a beaucoup d'anxiété présentement chez les jeunes aussi. Ils ont peur. C'est ça. Puis, Ouais. fait que, vas-y, plonge. Faut pas que t'aies peur et il va y avoir des ouvertures des choses qui vont arriver. Là. Mais il faut être à l'écoute aussi. Il faut Bien les sûr. voir, il faut les prendre, il faut les capter. Ouais. Mais moi, je suis assez... Peut-être un peu naïf encore après toutes ces années, mais puis en dépit de ce qui arrive aux États-Unis, je suis quand même assez positif. On est au Québec, au Canada, la population en général apprécie la science. On n'est pas immunisé contre ce qui se passe aux États-Unis. Fait qu'il faut se préparer. Il faut travailler avec vous. Il faut travailler vraiment avec les journalistes, avec la société civile, faire de la science participative, rendre ça le fun, comme un bon québécois. Ça vous a pas trop, donc, magané ces 14 dernières années? Pas trop pire. En tout cas, moi, je sens que vous avez mis autant de passion dans votre rôle de scientifique en chef que dans votre rôle de chercheur, là. Ça se ressent vraiment et j'espère que la personne qui va prendre votre relève va avoir autant l'amour de ce poste-là. Alors, merci Rémi Quirion d'avoir accepté l'invitation du détecteur de rumeurs. Je pense qu'on comprend mieux votre rôle auprès des élus de la société civile puis aussi votre implication dans la lutte à la désinformation et le développement de meilleure littératie scientifique. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous un petit 5 étoiles et partagez-le avec vos amis. Le détecteur de rumeurs est une production de Science Presse soutenue par le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec. Invité Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. À la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Au mixage sonore, Jonathan Doyon. À la recherche, Fanny Rohr-Parère. À la production et à l'animation, moi-même, Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode.